Mais on a un invité surprise, comme vous avez entendu. C'est Axel Lemaire, qui est le secrétaire d'État en charge du numérique. Bonsoir. Et on est ravis de vous avoir ici. On peut applaudir. Axel Lemaire qui a beaucoup prôné la République numérique et qui, vous allez vous en douter, sur tout ce qui concerne le numérique, sur tout ce qui concerne l'éducation, sur tout ce qui concerne la France, les startups, l'entrepreneuriat, a pas mal de choses à vous raconter. Tout à fait. Bonsoir à tous. Effectivement, on fait beaucoup. J'adore comment il y a un chauffeur de salle. J'ai l'impression d'être sur un plateau télé. On fait beaucoup au sein du gouvernement pour soutenir les startups, pour soutenir l'écosystème d'innovation de manière générale. Et on fait beaucoup parce qu'on croit en vous. Et je ne suis pas sûre qu'en France, on ait toujours dit ça aussi directement et aussi sincèrement à l'adresse des jeunes. Et on croit en tous les jeunes, quel que soit leur parcours académique, quel que soit leur parcours social, leur parcours professionnel, leurs origines, qu'elles soient ethniques ou géographiques. Le numérique, c'est une chance. C'est une chance pour tout le monde. En ce moment, on entend parler pas mal de numérique et d'Internet comme une menace. Pour moi, vous êtes juste l'illustration personnelle du fait que le numérique, c'est un projet où tout le monde, on peut se retrouver, on peut s'identifier, où on construit notre pays tel qu'on aimerait qu'il soit demain, où on s'émancipe individuellement et collectivement. Et donc ça, c'est le message que je porte au sein du gouvernement et c'est le message qui est relayé par l'ensemble des membres de ce gouvernement. L'école, on est dans l'école 42. Il est plus nécessaire de parler de son succès. Et son succès, je ne pense pas que ça soit parce que c'est un anti-système, mais je pense que c'est quand même parce que c'est un établissement qui a d'abord compris tout le potentiel qu'il y a dans la jeunesse pour former des super bons développeurs, et puis qui a aussi compris que la structure institutionnelle devait s'adapter aux besoins du marché, aux attentes des jeunes, et qu'il fallait pour ça aller vite, être souple, être agile, être innovant dans les pédagogies, faire confiance. On n'est plus dans le cours d'amphithéâtre qui se donne de manière unilatérale où il y a d'un côté les apprenants et de l'autre les sachants. Non, on est dans l'intelligence collective où tout le monde a compris qu'on pouvait apprendre de l'autre. C'est presque bizarre pour moi d'appeler ça de la pédagogie innovante parce que je pense que ça devrait être de la pédagogie tout court. Mais on sent bien que les choses bougent, que les mentalités évoluent, les cultures aussi. Et là aussi, vous en êtes l'exemple. Donc, si j'avais une chose à vous dire, c'est je suis fière de tous les start-upers, de tous les développeurs, de tous ceux qui participent à l'écosystème d'innovation en France. J'en suis tellement fière que je le dis beaucoup à l'étranger et que j'ai le sentiment que la perception, là aussi, commence à changer. Beaucoup de gens aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Suède, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud, en Chine, me disent il se passe un truc en France. La scène tech, la scène innovante, elle est réputée, ça grouille, ça bouillonne, et c'est heureux, donc c'est une vraie fierté. Mais j'ai surtout envie de vous dire, soyez fiers de vous. Ça aussi, on vous le dit sans doute pas assez. Soyez pas arrogants. Ça serait faire comme vos aînés, surtout pas. Restez toujours modeste, mais la modestie, c'est peut-être une arrogance cachée. En tout cas, ne soyez pas arrogants, mais soyez fiers de vous. Allez loin, prenez des risques, n'ayez pas peur. Bravo, et je ne veux pas interrompre plus longtemps le pitch, après mon petit pitch politique et gouvernemental, d'autant plus que c'est à mon tour qu'il faut souhaiter bonne chance parce que là, mon vrai pitch, il va être tout à l'heure, je vais faire l'enregistrement de l'émission. On n'est pas couché et je suis comme ça, donc je ne suis pas couchée. Voilà. Merci, bonne continuation. On avait... Je vais me poser une question. Alors, certains étudiants voulaient vous poser quelques questions. Okay. Vous avez quelques minutes? J'ai quelques minutes. Alors, vous avez combien de minutes? 5. 5 minutes. 5 minutes, 5 startups, on est bien là. Allez, question. Oh! J'ai tout dit. Non, mais j'ai tout dit. Si. Attends, une seconde. Alors, j'ai entendu Madame le maire évoquer.
Allez-y, je vais faire la traduction, Nelson Montfort en direct. Les développeurs de start-up prennent des risques tous les jours puisqu'ils échangent la chose qu'ils ont de plus précieux, à savoir leur temps, contre une potentielle réussite ou une potentielle expérience. Maintenant, le problème, c'est que les gens qui doivent vraiment prendre des risques, à savoir les financiers, sont pas là. Donc moi, je veux bien, il faut qu'il y ait une scène, des technos, des choses à vendre. Et vous parliez de la possibilité, effectivement, de la fierté des techniciens, des technos françaises, à l'international. Le problème, c'est que dès qu'on arrive à un petit pas et qu'on commence à avoir la visibilité, c'est des investisseurs américains, des investisseurs asiatiques qui viennent et qui prennent les technos et il n'y a plus personne après. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça démotive un peu, quoi. C'est un des principaux sujets sur lesquels je travaille en ce moment. J'ai identifié 2 obstacles majeurs pour la croissance des startups en France pour qu'elles deviennent des scale-up en France et en Europe. Le premier, c'est l'accès au marché. Une des raisons pour lesquelles les startups vont aux États-Unis, c'est pas que parce qu'elles sont rachetées ou c'est pas que parce que des investisseurs américains leur disent on va investir, mais si on fait un flip, si on vous met sous la loi du Delaware et si vous mettez votre siège chez nous, c'est aussi parce que commercialement, on a immédiatement accès à un marché de 300 millions de consommateurs et que pour passer à l'échelle, justement, pour industrialiser le produit ou le service, c'est idéal. En Europe, c'est galère. Il y a 28 pays. Il y a 28 réglementations nationales en matière de données personnelles, en matière de fiscalité, en matière de droit de la consommation, en matière de droit des sociétés. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est héroïque que de réussir à franchir ces barrières. Et donc, au niveau européen, on travaille à l'harmonisation d'un marché unique numérique. Ça, c'est une perspective de long terme. À court terme, le deuxième obstacle que j'ai identifié, c'est effectivement l'accès au financement. Je pense qu'on a fait des progrès. D'abord parce que maintenant, la phase d'amorçage est moins un problème que ce que ça n'a été il y a 10 ans, par exemple. Au départ, c'est ce qu'on appelle la love money, les amis, la famille, tous ceux qu'on peut trouver qui croient en notre projet. On a quand même mis en place un cadre réglementaire sur le crowdfunding, le financement collaboratif qui, de plus en plus, est utilisé aussi dans l'equity pour financer des projets. Ça reste encore majoritairement du mécénat culturel, mais il y aura d'autres étapes après le premier décret qui est paru en octobre dernier pour que, moi j'y crois beaucoup au financement collaboratif et notamment pour que des startups fassent des préventes, qu'elles soient identifiées par des investisseurs potentiels qui derrière suivent leur projet. La phase après, c'est le capital risque et ce sont les investisseurs. Pourquoi ? D'abord parce que, vous l'avez dit, vous avez raison, en France, les banques sont frileuses et il se trouve que le modèle de financement des entreprises, il est à 70-80% en France encore basé sur l'emprunt bancaire. Les commerçants, les artisans, dans l'économie plus traditionnelle, moins directement numérique, ils se tournent vers leur banquier quand ils veulent faire un investissement, quand ils doivent acheter un local, acheter une machine. Et bien aujourd'hui, pour les startups, c'est un vrai problème. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse, la proportion. C'est 70% capitaux propres, financement par des investisseurs et le reste en emprunt. Donc on essaie de développer, de pousser le marché du capital risque. Pourquoi je parle tellement de vous et pourquoi j'en suis tellement fière ? Au-delà de la fierté sincère, c'est pour faire venir les investisseurs étrangers en France. C'est pour qu'ils, plutôt que de dire « venez chez nous », ils se déplacent et moi je leur dis « come and see la French Tech, venez voir les métropoles labellisées ». Et il faut effectivement développer ce marché du capital risque en France, mais au niveau européen. On est en train de développer des outils pan-européens pour faciliter l'accès. Puis ensuite, il y a plein de choses. On travaille sur le corporate venture pour que les grands groupes investissent dans les startups, soit par des fonds d'investissement, soit directement. Je vous donne un exemple. Cet après-midi, j'étais avec M. Bazin. Qui est M. Bazin ? M. Bazin est le PDG du groupe Accor. C'est quand même du lourd, Accor. C'est combien d'hôtels dans le monde ? 300 000 et quelques, c'est 160 000 salariés. Et c'est pourtant un marché qui a été complètement bouleversé par l'avènement du numérique. Booking, Airbnb, aujourd'hui, leurs business models sont impactés frontalement. Et moi, ce que je leur dis, c'est une question de survie. Travailler avec les startups, c'est du win-win. Donc, il me dit, bon, OK, on a investi 20 millions
dans quelques entreprises l'année dernière. Ça peut être de l'investissement ou du rachat. Et c'est pas un échec, le rachat, hein. Au contraire, si la Silicon Valley marche si bien, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de rachats et derrière, on fait autre chose. Et ben, à force, il m'a dit, bon, non, mais 50, pourquoi pas, 75, pourquoi pas. Et là, à la fin de la réunion, je dis, allez, on top 100 millions l'année prochaine. Il m'a dit, ouais, pourquoi pas. Donc, et ça, ce travail, je le fais avec la totalité des patrons du CAC 40 en leur expliquant que ce que j'appelle l'innovation ouverte aujourd'hui, c'est un impératif pour eux. Et ça l'est aussi pour les startups, pour que nos grands groupes s'engagent dans l'écosystème d'innovation. Là, vous m'avez lancé sur le financement, je pourrais en parler des heures, les 5 minutes sont passées. Mais en gros, on essaie de diversifier toute la chaîne de financement. Je n'ai pas parlé de la BPI. La BPI est quand même très présente en appui, en soutien, pas pour dire on distribue de la sub, pas pour dire on donne des fonds publics, vous êtes dépendant, c'est plus ça du tout. Le modèle, c'est de dire on co-investit dans des fonds avec des investisseurs privés. Donc, c'est du one-to-one, un peu sur le modèle israélien. La banque publique met 1 euro, l'investisseur privé met 1 euro. C'est une vraie garantie qui est apportée par l'État sur le sérieux et la crédibilité du projet d'entreprise. On travaille beaucoup à ce problème du financement. Les 5 minutes sont passées, malheureusement, j'ai l'impression. Petite dernière. Une autre question. On a parlé d'open innovation qui peut être une aide, une solution au financement. Et d'autres questions? Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je suis plus très jeune. Enfin, je vais croire que j'ai droit quand même à la parole. Là, je n'ai qu'un chiffre. Oui. Dans la tête, tout ça. Non, je voulais vous interroger sur le choix dans votre communication du mot code, Oui. qui me semble pas, moi, correspondre. Ça fait 35 ans que je fais de l'informatique, je vais aller très vite, hein, qui me semble pas porter tout le sens qu'il y a derrière le développement, la création, la finalité. On produit du code, mais c'est le résultat, c'est l'aboutissement, et ça me gêne énormément, ce choix. C'est pas forcément un choix. Les contraintes de la communication politique aujourd'hui sont telles qu'il faut pouvoir, en un mot, exprimer une idée très complexe. Alors moi, ça fait pas 35 ans que je fais de l'informatique et j'aurais surtout pas la prétention d'être informaticienne. Donc si ça... une technologie, enfin l'apprentissage d'une technologie, pas d'un langage, mais d'un outil de maîtrise des langages informatiques, vous gêne. Ce que je dis derrière, et quand on lit mes interviews, c'est quand même très explicite, c'est qu'en fait, d'apprendre le code, c'est en réalité, et là je ne parle pas du meilleur dev de France, hein, l'introduction du code à l'école, au collège, à la rentrée de septembre 2016, c'est quelque chose que j'ai vraiment porté avec beaucoup de volonté. Ça va être fait d'ici 1 an et demi. Ça sert à quoi ? Ça doit pas être un cours d'informatique où il y en a 2-3 qui comprennent, tous les autres qui s'ennuient, et au final, ça fera peut-être 2-3 spécialistes. Non, c'est que tous les enfants qui sont plus jeunes que vous soient autonomes dans l'environnement numérique. Donc, il y a un enjeu majeur, c'est d'abord c'est qu'ils ne soient pas passifs vis-à-vis des usages, vis-à-vis des outils. Un jeu vidéo, c'est génial. Si on le code soi-même, c'est encore plus génial. Donc, apprendre à coder, c'est savoir utiliser Scratch et s'éclater sur Scratch avec la créativité, avec l'imagination. C'est entrer dans un monde complètement parallèle, un autre langage, c'est un vrai langage. Moi, quand je dis qu'il faudrait qu'on apprenne à coder comme on apprend une langue étrangère, c'est un peu ça. C'est pas juste pour savoir dire bonjour et au revoir en chinois. C'est parce qu'on entre dans une culture, dans un environnement. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est majeur, pas seulement en termes d'employabilité, il est majeur en termes de citoyenneté. Je donne un exemple. On dit souvent que ce sont les jeunes, je ne sais pas si ce sont les jeunes en réalité, mais qui véhiculent des propos de haine sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se rend compte que ces jeunes n'ont pas forcément les clés de lecture de l'impact de ce qui est écrit sur des réseaux sociaux. Lorsque c'était écrit il y a 20 ans dans un cahier d'école ou dit dans la cour de récréation, ça n'avait pas le même impact que lorsque c'est publié sur une page Facebook ou sur un réseau social avec des milliards d'utilisateurs. Et donc l'apprentissage au numérique et pas par le numérique, c'est ça l'ambition que je poursuis en commun avec la ministre de l'Éducation nationale. Donc, quand on dit apprendre à coder, c'est un raccourci. Mais c'est quand même ce qui a permis de cranter le sujet.
de mettre un pied dans la porte, et de là, on peut avoir déroulé tout ce discours sur ce que le numérique peut apporter en termes de nouveau monde, quoi. Oui. C'est pas magique, l'informatique, hein, tout ce qu'on voit, tous nos appels, toutes nos tablettes, etc. C'est pas magique. Il y a des gens qui ont codé, qui ont programmé ce qui était derrière, et c'est ça qu'il faut que nos enfants comprennent. Exactement. On vous remercie énormément. Merci à vous. D'avoir passé du temps, d'avoir voulu répondre aux questions, pris le temps de répondre. C'est formidable. Merci. Bon courage pour On n'est pas couché. Hein. Ouais, je vous redonne la main, Jonathan et Laurent.